Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui je suis avec Alex. Bonjour. Et avec Ilona. Bonjour. De Milkshake Games. C'est ça. Alors j'aime beaucoup le nom en plus. Et alors c'est un épisode qui est assez particulier pour le coup puisque Milkshake Games c'est un nom à la base que moi j'ai entendu d'équipe. Pas de studio. Aujourd'hui, vous êtes un studio, mais à la base, c'est un nom d'équipe que j'ai entendu, puisque vous et moi, on s'est retrouvés sur Twitch, où en fait, on a fait un indé game dev, c'est-à-dire une découverte interview de jeux indépendants en parlant d'un jeu qui s'appelait Gacha Fever, dont on va parler durant cet épisode. Et il se trouve que effectivement, on est passé effectivement d'un projet à côté à quelque chose de en dur qui existe, qui est déjà lancé, que vous entretenez. Du coup, je vous propose déjà de commencer par le tout début, en vous proposant de vous présenter un petit peu. Ouais. Donc moi, c'est Alex, je suis game designer. Et du coup, je suis avec Ilona, qui est lead artiste. Et on a commencé à travailler ensemble aussi à trois. Il y avait Elodie aussi avec nous. Elodie Com qui s'occupait de toute la partie sonore, donc sound design, les musiques, tout ça. Et on a fait une game jam ensemble à 3-4. Il y avait une autre personne, mais cette personne a fait une réorientation professionnelle et donc n'a pas eu beaucoup de temps. Elle a travaillé avec nous un peu sur la jam, mais puisqu'elle était étudiante, elle n'a pas pu beaucoup travailler, on va dire, sur la game jam. Donc on va dire qu'on a été 3,5. Et justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de la Game Jam ? Alors c'est la Ludum Dare, donc une Game Jam c'est faire un jeu en 48, là pour le coup c'était 72 heures. Donc faire un jeu, c'est-à-dire le jeu, les graphismes, la musique, tout ça, et vraiment essayer de... presque un jeu presque fini, on va dire, mais en 72 heures. Et donc, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit toutes les étapes de production, pré-production d'un projet. Et voilà. Et il faut dormir, c'est important. En 72 heures, il faut dormir. C'est très important. Oui, c'est pas 72 heures d'affilée, évidemment. Il y a des déconseillé. Ouais, c'est déconseillé. Il y a des fous qui ne dorment pas et on va dire que c'est pas très bien et surtout que en fait, c'est pas bon parce que mes premières game jam, je tombais dans ce problème-là où je me forçais à ne pas dormir et c'est pas bon du tout. Le projet à la fin, enfin, on fait des bêtises quand on est fatigué. Et le projet j'étais pas content du projet, on va dire à la fin, c'était pas bien. Non, faut dormir, c'est important. Et toi, pareil, Ilona, t'as eu ce problème de sommeil ou dès le départ, t'as su fixer des limites ? Alors non, moi je ne peux pas ne pas dormir, donc je dormais quand même 2-3 heures, on va dire. Oula, 2-3 heures, c'est pas beaucoup. Oui, non, je faisais pas nuit blanche non plus, quoi. Mais oui, après maintenant, comme Alex, je pense que je fais plus attention maintenant aussi. Je suis complètement d'accord avec lui. Voilà. Ouais, faut dormir. Et pour le coup, est-ce que c'est là que vous vous rencontrez ? Non, en fait, on travaillait, à ce moment-là, on travaillait encore ensemble. On était tous les trois, enfin, tous les deux, on était dans le même studio qui s'appelle Angel Corp. On travaillait ensemble pendant 4-5 ans dans ce studio, donc longue XP, et très intéressante. Et Elodie aussi, on travaillait avec elle parce qu'elle était en freelance aussi avec nous. Et du coup, ça a permis de faire un contact ensemble comme ça. Elodie aussi, je la connaissais avant via un ami. Donc ça s'est fait comme ça. On s'est dit, venez, on se fait un petit jeu ensemble. Ça peut être cool. En plus, ça nous fait un petit projet en plus sur nos portfolios. Et on avait envie. Pour revenir un peu sur Gacha Fever, du coup, Ilona, elle avait des envies par rapport au graphisme. Donc... je pense que tu peux en parler un peu plus. Et moi, j'avais des envies sur le game design et je voulais absolument faire un Survivor-like parce que j'aime bien les tableaux Excel. J'aime bien le balancing. Enfin, le balancing, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage dans un jeu. S'occuper, ok, tel type d'ennemi a combien d'attaques, mais est-ce que c'est pas trop difficile pour le joueur, ce genre de choses. J'aime bien avoir la tête dans les caractéristiques, dans les stats, donc le tableau Excel. Et je voulais absolument faire un Vampire Survivor avec plein de stats différentes dedans. Et pour les graphismes, c'est Ilona qui avait la main dessus, quoi. Donc vous êtes en pleine Ludum Dare ? Ouais. Et vous vous dites... alors, il y avait un thème, il y avait... Ouais. Le thème, c'était... C'était l'espace limité. Espace limité. Limited space, en anglais. D'accord.
Et c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est resté, même après la Game Jam, on a gardé ce concept-là et c'est une des mécaniques de Gacha Fever maintenant. Après, c'est une petite mécanique. C'est pas, on va dire que c'est pas, on s'est pas grandement démarqué avec cette mécanique. On visait clairement pas le classement de la Ludum Dare. On voulait juste faire notre Vampire Survivor et Ilona voulait une direction artistique, pardon. Donc un style très mignon. Ouais, en fait, je pense qu'on était tous d'accord pour faire un truc très mignon et pour faire. C'est assez girly quand même, mais on essaye quand même de pas tomber dans les trucs trop roses, trop tout ça, mais tout en gardant un univers très les gâchapons, très japonisant. Et en fait, là-bas, ils ont des machines, on va dire, comme chez nous, les machines où on met une pièce et on pioche un truc au hasard. Au supermarché, à l'entrée. Oui, voilà. Ouais. Ça s'appelle les gâchapons, et du coup, on voulait tout cet univers, on voulait que ce soit le truc central, un petit peu l'ambiance générale du jeu. Donc, voilà. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Gacha Fever. Parce que le nom, le problème, les gens, parfois, on a eu ce retour. C'est pas tout le monde, mais il y a une connotation négative par rapport au mot gacha. Il n'y a pas d'argent réel dans notre jeu. Le jeu, c'est on l'achète une fois et c'est tout. Il y a pas d'achat dans le jeu, de pousser le joueur à l'achat. Je sais que on nous a fait, alors pas beaucoup, mais ça nous est arrivé, d'avoir ce retour, parce que des gens ont un petit a priori par rapport au nom du jeu, et pas du tout, non. Oui, puisqu'en plus on s'attend, comme la machine, c'est ça. avec les boules qui arrivent et dedans il y a des jouets, etc. Oui, on se retrouve à chaque fois à mettre une pièce de 2 euros c'est ça. potentiellement, donc oui. Mais pas du tout, du coup. Pas du tout. Non, c'est juste, on aime bien le côté aléatoire, le côté tirage, on sait pas ce qu'on va obtenir, c'est la surprise, c'est le petit cadeau, et on a juste voulu remettre ça, mais pas d'argent, d'argent. Oui, c'est ça, puisque là, à l'heure actuelle, il est à juste moins de 5 euros. C'est ça. Sur Steam. Alors, il était à 4 euros. Ouais. Et du coup, il est encore à moins de 5 euros, mais il est à 4,99 €. En gros, on l'a augmenté de 1 euro parce que on a regardé du coup les autres jeux les autres jeux du marché, et il fallait qu'on se mette à leur niveau parce qu'on était un peu moins cher, et surtout qu'on a continué à rajouter du contenu. Et là, on travaille sur une prochaine mise à jour, et donc on considère que il faut légèrement augmenter le prix. Après, passer de 4 euros à 5 euros, ça va. Mais justement, on n'est plus sur un jeu qui a été fait en 72 heures. Il y a un moment donné où vous faites votre jeu, la Game Jam se termine. C'est ça. Vous êtes épuisé. On est trop content. On est trop content. Et avant même que le classement tombe, en fait, vraiment, on faisait le jeu, on a fait le jeu pas pour le classement, on visait pas du tout le classement. Et du coup, avant même que le classement tombe, on s'est dit, mais on veut le continuer, en fait. On s'est éclaté dessus, on a bien aimé le faire. Et ça, je pense, c'est resté un peu pour nos autres jeux. Parce que nos autres jeux qu'on travaille dessus, ils ont aussi démarré en Game Jam. Et on s'est aussi éclaté dessus, on s'est aussi amusé, on s'est amusé à voir aussi que les gens s'amusent dessus. C'est le principal. Parce que le Ludum Dare, justement, par rapport à d'autres Game Jam, comme la Global Game Jam, elle a un classement qui permet, en fait, finalement, d'avoir pas un prix du public, mais une appréciation globale, en fait, du public qui vous permet de vous situer par rapport aux autres projets, quoi. C'est ça. Et ce qui est rigolo... Ouais, vas-y. Pardon, ça permet un peu de tester aussi l'engouement et de voir aussi de notre côté faire des petits protos sans forcément s'engager pour une longue période de temps, mais voir si déjà ça prend la température, en fait. Puis si le concept marche bien, et c'est rigolo parce que si on surveille à chaque fois, si on regarde le top 20 des jeux, parfois il y en a certains qui sortent vraiment 1 an ou 2 ans après, et donc c'est toujours rigolo. Oui, il y a quand même un côté... Il y a des pépites, quoi, des petites pépites qui vont faire les jeux de demain, parfois, qui démarrent en Game Jam. Et justement, vraiment Gacha Fever, on parlait de Vampire Survivor. Du coup, en décrivant Vampire Survivor, finalement, on décrit un tout petit peu Gacha Fever, c'est-à-dire que on est sur un jeu où notre personnage, au début, va avoir une attaque de base,
des fois une compétence passive potentielle et des fois un malus passif. Typiquement, si vous prenez ce personnage-là, ce personnage va tirer peut-être plus loin, mais par contre va être moins fort au corps à corps, va infliger moins de dégâts, des choses comme ça. Vampire Survivor, ça a été un carton complet quand il est sorti, Oui. à tel point que la personne qui était derrière était complètement sous l'eau parce qu'au départ c'était sorti comme un truc tout simple, c'est-à-dire je veux que ça tire de partout, je veux qu'en fait au fur et à mesure on finisse par avoir un personnage qui récupère une arme, qui peut en booster une autre, et qui récupère encore une autre arme, et Ouais. qui améliore encore une autre. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, vous avez des effets de zone, plus des effets au corps à corps, plus des effets à distance, et vous avez des monstres de partout qui remplissent l'écran. En fait, parce que il existait déjà un peu ce genre de jeu, mais il a posé un nom sur ce genre de jeu qui s'appelle le Bullet Heaven. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup à connaître le Bullet Hell. Donc- C'est pas Ah oui, sûr, hein, ok. t'as plein de gens qui... Ouais. Le Bullet Hell, en fait, c'est être un petit personnage et il y a plein de projectiles partout qui peuvent vous tuer. Et donc, faut les éviter et c'est plus un jeu d'esquive. Et donc, d'où le Bullet Hell, c'est l'enfer, l'enfer des projectiles. Et là, c'est l'inverse, c'est le paradis des projectiles. C'est vous qui lancez tous les projectiles et il y a plein de grosses vagues de monstres qui vous arrivent dessus et tous vos projectiles les détruisent rapidement. Et donc, c'est très satisfaisant visuellement. Et c'est pour ça ce qu'on appelle le paradis des projectiles. Paradis des projectiles, effectivement. En plus, vous ne contrôlez pas ce que quand votre personnage tire, c'est-à-dire que tout l'intérêt aussi, c'est... Alors ça, c'est pas tout... Ah ouais ? Ouais, pas tous. Il y en a où on peut diriger les projectiles. Nous, on est parti sur cette direction de ce qu'on appelle auto-shooter, donc tir automatique. On est parti sur cette direction, il y en a beaucoup qui le font, et c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Et on voulait un jeu très casual, donc ce qu'on appelle qui peut être joué par vraiment n'importe qui sans se prendre la tête, on va dire, par vraiment des joueurs débutants, casual, qui jouent pas de façon énervée, on va dire. Donc en gros, je lance le jeu, je sélectionne mon personnage qui va avoir un premier type d'arme, qui va avoir peut-être un bonus d'un côté et un malus de l'autre. Ouais. Et en fait, je vais au début avoir très peu d'ennemis et je vais commencer une première vague. C'est ça. Et le jeu va s'organiser par vague finalement. Alors, c'est ça. Nous, on a pris une direction, on a plus pris la direction de ceux qui connaissent Brotetto, qui était un jeu cocorico lyonnais, je crois. Et ce système, c'est des vagues. En gros, on a des petites vagues d'ennemis, ensuite petite pause. On va dans ce qu'on appelle le hub, c'est une pause où on va faire ses achats d'armes, ses améliorations, ce genre de choses. Et ensuite, on retourne sur une nouvelle vague. Alors que Vampire Survivor, il n'y a pas... c'est 30 minutes de jeu où on affronte tout le temps des ennemis. Alors quand on gagne des niveaux, oui, il y a une pause et on peut choisir une nouvelle arme, mais il n'y a pas ce système de vagues vraiment bien définies avec une coupure régulière, avec une pause. Enfin, avec une phase de hub d'achat. Ouais, ce qui fait qu'au début, on est un peu décontenancé parce que les vagues, en fait, elles vont être de plus en plus longues selon comment on se débrouille, mais aussi par rapport au fait que dès notre deuxième partie, voire même dès la fin de la première, on finit par anticiper les phases d'achat. C'est ça. Où en fait, quand on parle d'armes, on a des armes. Alors, les personnages sont tout mignons, très manga, très colorés. Mais effectivement, vous avez quand même designé des armes. Alors, il y en a certaines, c'est des espèces de répliques de pistolets, de trucs comme ça. Mais par contre, très vite, on va vers la boule à facettes, on va vers le canon à glace, on va vers le bubble canon. Le bubble canon, effectivement. Il y a un canon démoniaque aussi, je crois. Il y a plein de trucs différents. C'est vrai qu'on voulait garder un univers assez quand même, comme tu as dit, coloré, mais avec beaucoup de diversité aussi au niveau des armes et tout. Que ce soit des armes corps à corps et même des armes à distance, mais que ce soit un peu rigolo quand même. On a un canon bubble tea, on a un canon à glace, c'est rigolo quoi. Même les ennemis, en fait. Oui aussi, ça reste très coloré aussi. Ça nous arrive parfois où on voit des streamers jouer et ils sont « Oh non, j'ai pas envie de les tuer, les mignons ennemis », parce qu'on combat vraiment plein de monstres trop mignons. Et donc c'est rigolo. Ouais, il y a des blobs, il y a des espèces de, on dirait des maquettes
d'avion, parce qu'en fait, ils sont assez réduits finalement. C'est Il y a pas mal de choses comme ça dans la salle d'arcade. Ouais. Ceux-là, ils font peur. Ouais, il y a des nounours, des nounours un peu zombies. Il y a des vaisseaux qui ressemblent à des jouets, ce genre de choses, des petits chats, des choses comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on essaye d'être aussi en cohérence avec il y a des maps différentes, des niveaux différents, avec des environnements différents, et de faire des trucs cohérents par rapport à ça. Oui, puis en plus, il n'y a pas de sang, quoi. Enfin, non, c'est très mignon, ouais. Non, puis c'est que, pour les objets, on essaye aussi de garder tout le temps une vibe, même dans toute l'interface, on va dire, du jeu, de garder une vibe, une ambiance, toujours les gâchapons. Donc on a fait des porte-clés, par exemple, pour les armes, pour l'interface où le joueur, c'est un ticket, on gagne, par exemple, des pièces, des jetons, etc. Donc on essaye de garder partout cette ambiance. Très arcade. Et puis tous les objets qu'on ramasse pour quand on s'améliore, c'est plein de choses. Il y a le bento, il y a des mochi, des bubble tea. Enfin, c'est vraiment dans toute cette ambiance très japonisant. Il y a la note de contrôle avec le A+, qui est dessus. Il y a la lettre d'amour, ce genre de choses. Ce genre de le journal intime. Voilà, c'est toute cette vibe. Mais c'est rigolo de se battre avec ça quand on y pense. Ouais. Oui, c'est assez rigolo. Justement, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, vous avez un système d'objets qui est un petit peu particulier. C'est que vous avez toute une mécanique où, selon le nombre d'ennemis que vous allez pouvoir vaincre durant la vague, si vous faites un peu de zèle notamment, vous allez pouvoir récupérer de l'expérience. Et cette expérience, elle va vous permettre de récupérer donc des objets. C'est ça, ouais. En fait, c'est une des features qui se démarque. On a essayé de se démarquer un peu par rapport aux autres jeux de ce genre, où en fait, ce système est lié à un système de craft. Donc ça va être difficile de vraiment tout expliquer et que ça soit vraiment assez clair. Mais comme tu l'as dit, quand on gagne des niveaux, en fait, on gagne des choix d'ingrédients, d'objets. Et en fait, plus tard, avec ces ingrédients, ces objets, on peut construire, crafter, fabriquer des objets encore plus puissants. Mais ces objets qu'on récupère de base avec l'XP nous donnent des petits modificateurs de stats. Par exemple, plus de points de vie max et plus 1 d'attaque. C'est un exemple, hein. Mais ce genre de choses. Et plus tard, je pourrais, par exemple, construire un gros bubble tea en or avec plein de petits ingrédients mignons et avoir un puissant objet qui parfois même peut permettre de casser le jeu, parce que les Vampire Survivors vraiment essayent de donner la possibilité aux joueurs de casser le jeu, de donner l'impression aux joueurs, j'ai trouvé une stratégie qui m'a permis de casser le jeu, et visuellement ça pète de partout, on voit des explosions de partout et on a l'impression d'avoir trouvé une faille dans le jeu. C'est vrai que c'est assez bien joué, parce que ce qui vous permet d'améliorer vos armes ou d'en acquérir de nouvelles, typiquement le fameux canon à neige ou la boule disco que vous pouvez faire tournoyer, ça vous sert aussi à rafraîchir en fait les choix que vous avez. Et ces choix-là, donc à chaque fois, vous avez, je crois, 4 objets, si ma mémoire est bonne. Ouais, on a un choix de 4 objets, et le joueur a même la possibilité, en payant, de faire une relance, en payant de l'argent du jeu, évidemment, des petites pièces d'or qu'on obtient. Il n'y a pas d'argent réel. mais voilà. Mais effectivement, ce qui est assez particulier, c'est que du coup, si jamais je paye pour rafraîchir les choix, potentiellement j'ai plus assez pour acquérir le bonus d'armes qui va m'intéresser après, de pouvoir aussi. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que les choix, c'est pareil. Quand j'acquiers mon petit objet, le bonus n'est pas significatif, mais c'est vrai que si je l'ai plusieurs fois, au bout d'un moment, là par exemple, tu me donnais des exemples, l'un de ceux qui est rigolo, c'est la capacité vampirisme, où à chaque fois que j'inflige des dégâts, en fait, je me soigne. Ce qui est la seule façon, globalement, de se soigner durant une vague. Plus maintenant. Plus maintenant. Depuis la dernière fois que tu as joué, on a rajouté d'autres armes, parce qu'on trouvait ça dommage que ce soit juste le vampirisme qui permette aux joueurs de se soigner. Mais maintenant, on a des armes, d'autres armes qui permettent de se soigner. Super. Effectivement, il y a ce truc-là où, à un moment donné, quand tu vas construire ton objet, effectivement, ton objet tout en or, il est ultra puissant, mais par contre, il va consommer les petits bonus durement acquis. Oui. Donc, il y a ce côté de se dire, mince, je gagne
plus 100 de vie, ce qui est gigantesque, parce que autant c'est 25% de vie en plus, mais de l'autre côté, j'ai plus, plus 15 en attaque Oui. qui me servait. Mais justement, parfois on joue sur ça, sur ce que tu dis, le côté on perd un peu de positif, mais aussi on pousse le joueur à prendre du négatif pour crafter plus tard, construire plus tard un objet encore plus puissant. Par exemple, je pense au crayon à papier qui rajoute plus un projectile, donc c'est positif, mais par contre diminue les dégâts de 25% du joueur. Et donc le joueur, quand il le prend, il doit passer par là pour avoir meilleur ensuite. Donc on essaye de jouer sur ça, en effet. Et tu parlais de balancing. Comment on fait le balancing de ça? Comment ça se travaille, ça? Alors, du tableau Excel. Et ensuite, du tableau Excel. En fait, on essaye de mettre une valeur un peu, on va dire, par rapport aux stats. C'est très je pense c'est très compliqué. On va pas forcément prendre. Mais en gros, c'est un équilibre entre. C'est beaucoup de théorie, de ce qu'on pense. Chaque stat a une valeur différente, on va dire. Par exemple, les points de vie ont une valeur différente, par exemple, du nombre de projectiles. Et aussi, c'est beaucoup de prendre les retours des joueurs, discuter avec les joueurs, prendre les retours et tester aussi soi-même, évidemment. Mais par contre, souvent, ça m'est arrivé, quand on teste soi-même, il faut prévoir que ça soit beaucoup plus difficile pour les joueurs. Parce qu'on le connaît, son jeu, forcément, et quand on le propose aux joueurs ensuite, c'est différent. Oui, les joueurs ne s'en rendent pas compte. Et parfois, c'est rigolo, parce qu'il y a des joueurs, il y a différents types de joueurs quand même, et bon, on a de la chance, on a une communauté très bienveillante, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs un peu plus casus, un peu plus, on va dire, normaux, quoi. Il y a des hardcore gamers, vraiment des gens qui passent des heures et des heures à optimiser tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que eux, du coup, ils vont trouver ça facile par rapport à d'autres gens qui vont trouver ça plus dur. Ils trouvent même des meilleures stratégies que je pensais. Donc je suis obligé de réajuster des choses et tout. Mais oui, en fait, c'est beaucoup de ping-pong avec les joueurs et il faut suivre, on va dire, les joueurs. Et en termes justement de personnages tout mignons, il y en a maintenant, au final, il y en aura 19, je crois, qui seront sélectionnables. Au final, et peut-être plus. Peut-être plus. On va voir. On verra. Plus les ennemis, etc. Et, quand toi, tu construis justement ces personnages en termes esthétiques, en termes de direction artistique, est-ce que, entre guillemets, il y a beaucoup de pertes? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnages que tu ne retiens pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu les mets de côté en te disant, autant plus tard... ça pourrait faire quelque chose? Alors, je pense que ça dépend. Par exemple, du coup, on a presque une vingtaine. Je pense qu'on en a fait environ 25-26, mais il y en a qu'on garde de côté et il y en a que ça ferait un petit peu doublon, donc on les fait pas. Mais ça dépend aussi les goûts de chacun. On n'est que 3, donc on n'a pas... Et aussi, il y a un écrémage, comment dire. En gros, il y a deux processus. En fait, ça commence d'abord par le game design, donc de mon côté. Et là, il y a bien plus de personnages qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été retenus. Et ensuite, une fois que je considère, mais il le faut absolument, ce type de personnage, parce qu'il y a tel style de jeu ou telle idée de jeu dessus, je le donne à Ilona. Bon, il me faut tel personnage. Comme d'habitude, j'ai entière confiance envers Ilona, donc c'est carte blanche. Elle décide elle décide du design, à quoi il va ressembler, tout ça. Mais je pense qu'on est même à une trentaine, plus d'une trentaine, quarantaine des personnages qui ont été supprimés, enfin qui n'ont pas été faits. Au final. Ouais, au final. Au game design, ouais. Ouais, ça fait vraiment une commande depuis le game design, justement au département graphisme. Toi, ta carte blanche ensuite par rapport aux paramètres en disant, le personnage en fait c'est un chat rose. Avec 2 pétoires dans chaque main. Ouais, c'est ça. Je pense que aussi, vu qu'on est que 3, on peut se parler aussi et se dire nos envies un peu. Par exemple, au tout début, je me souviens qu'il y avait Elodie qui voulait un panda. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, juste en partant de ça, vas-y, qu'est-ce qu'on fait Et c'est mon personnage préféré d'ailleurs, ce panda. C'était une commande d'Elodie. Ouais, parfois il y a eu des petits caprices de certains de l'équipe. Moi je veux vraiment tel type de personnage. Et au final, le panda qui s'appelle Moon, c'est mon personnage préféré, je pense, de Gacha Fever. Eh écoutez, c'est assez rigolo. Puis c'est surtout que on pourra aussi discuter un petit peu de comment est-ce qu'on part de ce jeu de Game Jam
qui maintenant a été présenté mine de rien au jeu Made in France. Ouais, Game Made in France. Ouais. Game Made in France avec justement le côté streamer nationaux, etc. Donc avec une grosse couverture. Donc c'est vraiment de partir du jeu que vous vouliez faire, du projet à côté pour finalement finir là-dedans, avec un studio en dur, Milchek Studio. En tout cas, c'est un joli tour de force. Merci. Non, on pensait pas du tout qu'on allait être sélectionné au Game Made in France. Et évidemment, c'est une prestation, donc ça a un coût, mais il y a une sélection et on pensait pas l'être, et donc on est très content. Et surtout, ça nous a ouvert pas mal de portes derrière. On a rencontré plein de devs super cool. Des bisous à vous, les devs. Non, des gens trop cool. D'ailleurs, Game Made in France, ils nous ont recontactés. Ils nous ont invités au Indie Dev Day à Barcelone. C'était trop cool, c'était génial. D'ailleurs, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Humainement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On aura... je pense, l'occasion de parler de tout ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Alex, Ilona, pour votre présence. Merci à toi. Merci à vous. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. On vous dit à demain. Et en attendant, on vous souhaite une super fin de journée. À bientôt. À bientôt.